Encore un petit effort. On a donc Pierre-Ange qui va nous parler de l'action de Marée Vivou, une association que j'avais rencontrée lors d'une tribune plastique justement au muséum. Donc c'était pas toi, c'était deux personnes qui faisaient justement un état des lieux et surtout une action de dépollution en fait dans la mer Méditerranée. Et donc on a pris contact cet été et j'avais trouvé que ça serait bien qu'on finisse le congrès avec des solutions, donc les solutions des actions qu'on peut mener dans les communes, mais aussi des solutions comme des associations comme celle de Pierre-Ange qui travaillent à dépolluer, à identifier les plastiques et surtout à faire prendre conscience aux autorités qu'il y a un problème. Voilà, donc merci Pierre-Ange d'être venu de Corse. Écoute, merci pour l'invitation. Déjà, j'aurais au moins le bénéfice de vous apporter un peu de soleil. Parce que quand je suis arrivé, c'était pas gagné. Alors, on va parler un petit peu de dépollution, effectivement, mais tu vas voir que je vais nuancer justement la dépollution en tant que solution. Voilà, je vais essayer d'argumenter un petit peu. Alors, je préviens, je ne suis pas un scientifique, à mon grand dame, donc soyez indulgents, par pitié. Je vais vous parler d'un projet. Bon, d'abord, merci Jean-Baptiste pour l'invitation et pour l'introduction. Donc effectivement, je représente une ONG, une petite ONG qui s'appelle Marée Vivou, qui est basée dans le nord de la Corse et qui existe depuis 7 ans maintenant. Donc c'est une jeune association. C'est une association aussi qui est composée de jeunes. Voilà, on a vraiment pour volonté, pour objectif de mobiliser la jeunesse autour des enjeux en lien avec l'environnement marin. Donc il n'y a pas que la pollution plastique, mais on s'est, on va dire, au cours des dernières années, vraiment développé, on s'est professionnalisé sur cette problématique-là de la pollution plastique. Et on a commencé, en fait, justement, à l'époque où tu nous as rencontrés, par faire des actions un peu consensuelles de collecte de déchets, ramasser, donner un coup de main, etc., de la dépollution. Et de fil en aiguille, plus on a tiré la pelote, le fil, on va dire, pour essayer de décrypter cet enjeu-là de la pollution plastique, plus nous-mêmes on est monté en compétence puisqu'on a travaillé avec des organismes de recherche sur cette thématique-là. Et plus en fait on s'est rendu compte que, j'ai entendu l'expression hier, c'est un peu David contre Goliath. Et parfois même, j'ai envie de dire, c'est un peu la métaphore du hamster qui court dans sa cage. Voilà, on court, on déploie énormément d'efforts, mais est-ce que les choses bougent vraiment autour de nous? C'est ça toute la question. Et en plus, nous, on a la spécificité d'être sur une île, donc avec des moyens assez restreints. Aussi, c'est un territoire globalement rural, donc tout ce qui est accès à l'information, etc., on est bien en deçà de ce qui peut nous nourrir les élus ou les entreprises ou tout simplement le grand public ici en métropole ou sur le continent. Et voilà. Et par contre, on est très très impacté par la pollution plastique. Je vais vous montrer quelques images comme en entrée. Hop. Donc ça, c'est ce que vous voyez. Je voulais vous montrer des beaux paysages de la Corse. Donc vous envoyez un petit aperçu. C'est à côté de chez moi, donc j'habite dans le Cap, à Tientour, donc il y a des très beaux couchers de soleil. Là, on est sur une petite crique. Et vous voyez, dès qu'on commence à soulever les bois flottés, qu'est-ce qu'on voit? Énormément de plastique, donc du plastique très très fragmenté. Donc tout ce que vous voyez, donc il y a des éléments colorés, donc ça c'est évident que c'est du plastique, mais tous les éléments aussi que vous voyez qui sont blancs, transparents, même très très petits, c'est pas du sable, c'est vraiment pareil, c'est des fragments de plastique très très miniaturisés qui se sont en fait sédimentés dans la plage. Et vous avez ça sur absolument toute la crique. Donc c'est des zones d'accumulation, c'est dû, on va dire, c'est ramené par les courants, c'est dû aussi par la topographie, on va dire, du site qui est exposé plein ouest, donc le courant dominant chez nous. Et ça piège, ça crée une sorte de piège de plastique. Mais en fait, ces sites-là sont très courants chez nous. Donc c'est un simple petit témoignage. Et quand on était allé avec une équipe pour
collecté pour essayer d'étudier et caractériser cette pollution-là. Et on voit que 90%, c'est vraiment composé de plastique. Donc on y était allé avec une équipe de bénévoles, on a commencé à collecter avec des pelles, tout ce qu'on pouvait. Hein. On y allait les pelles, on y est même allé avec un aspirateur. Et ensuite on mettait ça dans des seaux remplis d'eau de mer. Et on récupérait donc tout ce qui flottait, donc qui était en plastique. Et en fait, moi, il y avait quelques particules aussi végétales, hein, du bois flotté, un peu de posidonie. Mais en fait, ce qui m'a frappé, c'est qu'une fois qu'on récupérait toute la partie là qui est en surface et qu'on vidait le seau, on s'attendait à avoir du minéral, quoi, au fond, du sable ou des cailloux. Et en fait, il n'y avait rien. C'est-à-dire que c'est ça qui a été le plus frappant, c'est de voir que l'entièreté de la plage, en fait, était composée de microplastiques. Et plus on descendait profond, donc là, on a fait une sorte de micro-sondage de 1 mètre sur 1 mètre. On est descendu sur peut-être 50-60 cm de profondeur. Et plus on descendait, vous voyez, au fond, c'est vraiment que du plastique, quoi. Voilà, et ça s'immisce absolument partout dans le bois. Enfin, franchement, quand vous voyez ça, vous vous dites ah oui, d'accord. Donc là, la problématique plastique, on atteint un stade. On n'est plus dans peut-être le ramassage citoyen, etc. Ça donne une bonne illustration de l'état de saturation actuel de la Méditerranée en microplastique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le microplastique, il rentre dans tous les processus de sédimentation naturelle de la plage. Et voilà, et ça remplace simplement le sédiment classique. Bon, on a aussi quelques témoignages en mer. Hein. Nous, chaque été, on fait une opération, une sorte de tour de Corse, avec des petites embarcations que vous devinez là en haut à gauche. Et on fait pareil des transects pour caractériser la pollution tout au long du littoral. Donc on fait ça avec l'Ifremer. Et en même temps, on utilise ces images pour alerter le public, les élus sur la pollution mer. Ce qui est intéressant, c'est que les chiffres sont pas... Je sais qu'il y a encore des discussions à ce sujet-là, mais l'ordre de grandeur, c'est quelques pourcents de plastique qui aujourd'hui flottent à la surface. Ça a été aussi commenté par les intervenants précédents par rapport aux pertes de masse, etc. Donc c'est vraiment intéressant. On fait aussi des actions en amont de la mer, donc dans les cours d'eau. Donc ça, par exemple, c'est dans le Gaule, où c'est le plus grand fleuve de Corse. On avait fait une action sur les berges du Gaule, où on avait repéré énormément de plastique, notamment des sacs plastiques partout. C'est vraiment impressionnant. On avait l'impression que c'était un décor de cinéma, en fait. Un film d'horreur. Hein. Et voilà, plein de choses. Et l'information qui est intéressante, c'est que le chiffre qui est toujours donné, c'est environ 4 déchets sur 5 qui viennent des bassins versants, qui sont ramenés soit par les cours d'eau, soit par les bassins versants. Et voilà, et quand on remonte encore le fil, on se retrouve sur soit des bords de route, soit des points d'apport. On le voit ici en bas à gauche, c'est un point d'apport de poubelle, en fait, tout simplement. Et en haut à gauche, on ne voit pas bien sur l'image, mais c'est un petit cours d'eau qu'on appelle le Lupino, qui est à Bastia, qui est entre deux pardon, je casse le matériel, désolé. Donc, qui est entre deux lotissements, en fait. Donc, c'est en plein espace urbain. Et vous voyez, c'est tout simplement les plastiques qui sont perdus, qui s'échappent de ces lotissements. Et en bas à droite, je n'ai pas besoin de commenter. Voilà, et l'ordre de grandeur, c'est à peu près, pareil, selon les rapports, ça varie, mais 200 000 tonnes par an, donc ça fait une vingtaine de tonnes, on va dire, par heure, soit un camion benne, quoi. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux façons de voir les choses. C'est-à-dire qu'on peut se dire, bon, au final, la mer Méditerranée, c'est une mer fermée, quasiment, donc on peut voir ça comme une grande baignoire, où tous les déchets arrivent, et on se dit, ça peut être une bonne idée d'aller récupérer des plastiques qui flottent. Voilà. Mais ça va coûter cher. Ça va coûter cher parce que dans le premier cas où c'est des moyens technologiques très très importants, avec un gros bateau, potentiellement de la tentative de revaloriser derrière, ça coûte quand même un petit paquet d'argent. Il y a aussi des projets comme celui très connu d'Ocean Cleanup. Pareil, c'est des budgets très très importants. Les objectifs que je mets, là, c'est des objectifs prévisionnels à chaque fois, parce que c'est des projets qui sont
plus ou moins, enfin plutôt pas encore aboutis. Et après, il y a des ONG, beaucoup d'ONG. Donc là, j'ai pris une ONG qui est assez connue et on va dire qui a cette image-là de un peu, qu'on appelle ça Sea Shepherd, quoi, un peu la méthode Sea Shepherd. On embarque plein de bénévoles sur un bateau, on met des zodiacs à l'eau, puis on va aller dépolluer les plages. Et ça, pareil, ça coûte un petit peu d'argent. Là, c'est intéressant, je reviens de Grèce. Là, j'étais pour un programme Erasmus et on est allé rencontrer des acteurs là-bas qui travaillent avec les pêcheurs et ils récupèrent, en fait, ils aident les pêcheurs à récupérer notamment les chalutiers qui ramènent beaucoup de plastique et ils leur donnent une petite enveloppe pour pouvoir récupérer des plastiques. Mais pareil, ça va coûter voilà, quelques milliers d'euros pour au final un tonnage peu important. En Corse, c'est le cas aussi où aujourd'hui, maintenant, on a des entreprises qui se spécialisent sur la dépollution. Donc c'est des bateaux spécialisés, hein. À la base, c'est surtout pour les hydrocarbures, mais ils sont adaptés pour le marché des macro et microplastiques. Et en fait, ils vendent leurs prestations, ils vendent leurs prestations en fait, soit aux communes, soit aux gestionnaires, pour ramasser un maximum de plastique. Donc ça coûte un peu d'argent. Et ce qui est intéressant aussi, c'est vraiment la communication grand public qui est faite autour de ces projets. Voilà, donc c'est vraiment l'image de dépolluer, nettoyer, aspirer les déchets, etc. Et en fait, moi j'ai fait un petit calcul, alors je sens tous les scientifiques qui vont me tomber dessus, mais c'est un petit calcul qu'on aurait pu faire en classe de CM2, je pense. Voilà, c'est que j'ai pris les chiffres d'un bateau dépollueur tel que ceux qui opèrent en Corse. Donc ils récupèrent environ 2,5 tonnes par an. C'est la fourchette haute, hein. Donc imaginons qu'on prend le chiffre du rapport de l'UICN des 200 000 tonnes par an. Donc ça veut dire qu'il faudrait à peu près 80 000 navires en fonction 24 heures sur 24 pour ne serait-ce que éponger la pollution qui se déverse chaque année dans la Méditerranée. Donc le coût d'exploitation, c'est à peu près 350 000 euros. Ça fait quand même une coquette somme de 28 milliards d'euros pour uniquement éponger le problème. Donc, sachant que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la partie visible de l'iceberg, c'est la partie qui flotte. Et donc on va dépenser tout cet argent-là pour ramasser des déchets qui sont en surface, dont en plus on ne saura pas trop quoi faire après, enfin bref. Et le petit bonus, c'est que les projections en termes de production de plastique, c'est une augmentation, enfin ça va tripler d'ici 2060, donc c'est quand même un gros marché. Et donc ce que je voulais montrer, c'est que, et c'est pour ça que je disais que je nuançais un petit peu la dépollution, c'est que certes, on va collecter du plastique, mais au final, une partie très très faible par rapport à ce qui arrive dans la mer, dans les océans. Il y a aussi la problématique du bycatch, c'est-à-dire que certes, en fait, c'est de la pêche, hein. On peut appeler ça des pollutions, tout ce qu'on veut, mais c'est de la pêche aux déchets. Donc qui dit pêche accessoire aussi, et donc des prises qui vont se retrouver dans le filet alors qu'elles ne devraient pas y être. Et puis, qu'est-ce qu'on fait de ce plastique-là qui a été collecté ? Ce qui est sûrement pas valorisable, ça va terminer dans une décharge. Donc en fait, je reprends l'image de notre bassine, on va récupérer des déchets qui arrivent des courants, globalement ça arrive beaucoup chez nous, des courants italiens en fait. Ça ne veut pas dire que les déchets viennent d'Italie, ça veut dire qu'ils viennent des courants italiens, ça remonte à la botte italienne, etc. Et nous on vient les intercepter, et on va les mettre dans un centre d'enfouissement chez nous, sachant que chez nous, on a des grosses problématiques de déchets, nos centres d'enfouissement sont saturés. Et les gens, régulièrement, on a des crises de déchets, les gens vivent avec les poubelles chez eux, et les rues qui débordent de déchets. Donc, est-ce que c'est une bonne option de se dire, YOLO, on va aller ramasser des déchets dans la mer, et tant pis si les gens, chez eux, ils peuvent pas jeter, ils vont garder les déchets chez eux, quoi. Bref. Et le côté un peu pervers aussi, c'est qu'on voit, quand on discute, nous, avec certaines collectivités qui font appel à ce type de prestataires, que pour eux, ils ont agi, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont fait leur chèque pour faire venir un bateau dépollueur pendant quelques mois pendant la saison, et en fait, ils ont fait leur part d'élus, quoi.
Donc, quelque part, il y a une sorte de démobilisation, parce que derrière, des actions qui seraient peut-être plus impactantes à la source, ben, elles sont même pas étudiées, quoi, même pas passées en revue. Voilà, donc pour conclure, de notre point de vue, on trouve que c'est énergivore, ça consomme de l'eau aussi, hein, etc. Ça émet du CO2 et c'est coûteux pour les collectivités notamment. Et surtout, on vient prendre le problème par un tout petit bout, voilà. Alors qu'on aurait peut-être beaucoup plus d'impact en agissant en amont. Et notamment, voilà, c'est quelques images de terrain qu'on a prises chez nous. Donc vous voyez la belle ville de Bastia avec les poubelles, les gens qui font la bronzette à côté, les déchets qui débordent, les poubelles renversées partout. Enfin bref, on se dit quel est en fait l'intérêt d'aller ramasser des déchets en mer quand à terre on a des comportements, enfin des choses comme ça. Pareil, les décharges sauvages. Voilà, ça c'est directement au bord de la plage. Hein. Pareil. Là, c'est le fameux looping que je vous disais tout à l'heure, donc tout va à la mer. Hein. Et ça, c'est les fameuses crises des déchets que je vous illustrais tout à l'heure. Donc c'est à ça que ça ressemble. Donc nous, par rapport à ce modèle, ce qui a, entre guillemets, fait germer notre envie de monter un projet pour prendre de manière globale la problématique plastique, c'est que ça ne nous semblait pas rentable en fait, ce point de vue, cette approche simplement à partir de l'aval, ça nous paraissait peu rentable. Et donc on s'est dit, il vaut mieux. Ah, je crois qu'il y a Nathalie qui veut. Il me reste encore un peu de temps ou pas? Ah bon, ça va. Donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est bon, on va plutôt faire les choses dans l'ordre, faire un diagnostic, c'est-à-dire où sont les fuites. D'où proviennent les déchets qui arrivent dans la mer. Et à partir de ces fuites, quelles sont les réponses positives, hein, parce qu'il y a des choses qui sont déjà faites hein, par les collectivités, quelles sont les réponses qui sont apportées à ces problématiques-là. Aujourd'hui, les réponses apportées, c'est un petit peu ce que je citais tout à l'heure, c'est essentiellement de la dépollution. On va soit faire venir une entreprise qu'on va payer 10 000 euros pour 2-3 mois, soit on va appeler nos amis de Marée Vivre. Est-ce que vous ne vouliez pas venir nettoyer la plage, s'il vous plaît? Il y a les touristes qui se plaignent. Et donc voilà, là, ça ne coûte pas d'argent. Mais pour l'instant, il y a des actions, je dirais 95% des actions menées par les collectivités, c'est ça. Et ensuite, nous, ce qu'on propose, c'est à partir d'une sorte de diagnostic préliminaire, vers quoi on veut s'orienter. C'est-à-dire quelles sont les priorités, quels sont aussi là où on veut mettre des moyens, parce que peut-être qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas du tout évaluer. Donc c'est essayer de faire des scénarios et définir des objectifs. Et après, une fois qu'on a ces scénarios-là, on va dire, on va partir en recherche d'outils. C'est-à-dire quels outils, quels vont être les bons leviers à actionner pour pouvoir atteindre nos objectifs. Et après, chercher des moyens. Parce qu'aujourd'hui encore, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de moyens, donc il n'y a pas de problème. Voilà. C'est la politique actuelle. Sauf que c'est l'inverse qu'il faut faire. Il y a des problèmes, donc on va aller chercher des moyens. Et on va réfléchir aux moyens qui vont être les plus rentables, optimisés, parce qu'on n'a pas de l'argent illimité. Et après, évaluer et pouvoir essaimer les bonnes solutions, pouvoir les essaimer et les diffuser. Donc c'est vraiment ce qui a inspiré. Alors, je ne sais pas pourquoi ça se batte. Je crois que j'ai un problème de PC. Ouais. Ouais. Ah bon, ça va. Merci. Et en gros, dans ce diagnostic, nous, on a identifié à peu près 5 catégories de problèmes. Il y a d'une part, ce que j'illustrais tout à l'heure avec les bacs poubelles renversés, qui débordent, etc. C'est tout ce qui est défaut de gestion à terre. Voilà, c'est des fuites. Voilà, il faut jouer un peu au plombier, hein, c'est essayer de trouver les fuites et ces fuites-là, au maximum, les combler, les régler. Ensuite, il y a tout ce qui est dépendance des producteurs au plastique jetable, plastique hygiénique.
Donc ça, c'est notamment toutes les filières qui sont à forte dépendance au plastique à usage unique. Ça va être par exemple la restauration, l'hôtellerie, ce genre de filières. Souvent qui sont en plus chez nous proches de la plage, comment on peut arriver à avoir une méthodologie et des incitations pour supprimer au maximum cette dépendance-là. Ensuite, même problème par rapport au grand public. Il y a dans notre consommation quotidienne, il y a énormément de choses dont on peut se passer, de plastique dont on peut se passer. Pour ça, il faut faire des actions puissantes. C'est-à-dire que c'est bien d'en parler autour de soi, etc. Mais si les collectivités prennent en main le problème, font des campagnes d'information, voilà, on va être beaucoup plus en voie de succès que si on s'en remet au simple bon vouloir des citoyens. Il y a la lutte contre l'incivisme, donc je cite l'exemple des décharges sauvages, mais il y a d'autres actions. Et après, il y a la question des pollutions industrielles qu'on peut avoir sur certains territoires. Chez nous, par exemple, on a rencontré ça avec les biomédias. Vous savez, les petites capsules qui sont utilisées dans les stations d'épuration. Nous, on a eu régulièrement des fuites à cause de dysfonctionnements dus à des installations industrielles. Ensuite, donc, une fois qu'on a fait ce diagnostic, qu'on a identifié la problématique, on va aller chercher des leviers. Et en fait, nous, ce qu'on veut montrer, c'est qu'au final, il y a une littérature qui est à la fois scientifique, donc ça c'est votre travail, qui appuie vraiment le discours, qui nous sert pour notre argumentaire, notre plaidoyer, mais il y a aussi les institutions qui ont déjà fait énormément de synthèse, beaucoup de travail. Voilà l'exemple des décharges sauvages, vous voyez, il y a énormément de retours d'expérience, donc ça ne sert à rien de vouloir réinventer la roue, il faut s'inspirer de choses qui ont fonctionné, qui ont fait leurs preuves, et les adapter au territoire. Et nous, ce qu'on montre, c'est que justement, aujourd'hui, les lignes bougent, clairement, à tous les niveaux, international, européen, français, etc. Mais à un moment donné, on est obligé d'avoir une déclinaison locale. On l'a vu quand il y a eu je ne sais pas si vous êtes familier de ça, mais il y a eu la campagne Single Use Rebellion de Surfrider, où ils sont allés, entre guillemets, contrôler, enfin, les gens pouvaient aller se rendre dans les supermarchés ou dans les commerces pour voir si les interdictions des plastiques interdits, le plastique à usage unique interdit par la loi européenne, étaient vraiment respectées. Ces interdictions étaient vraiment respectées. Et en fait, il y avait quasiment 50% des produits qu'on retrouve, enfin des 50% des commerces qui étaient prospectés où il y avait encore ces plastiques-là. Donc, à un moment donné, il faut un acteur local qui va faire de l'appui auprès des collectivités, les tenir un petit peu par le col, les titiller, et pour inciter pour que le travail soit fait. Et donc nous, ce qu'on a décidé, c'est de tester une méthodologie, expérimenter une méthodologie à l'échelle d'une aire marine protégée, qui s'appelle le Parc naturel marin du Cap Corset de la Griate, qui se situe sur 4 intercos et 27 communes. Et en gros, on a 4... ça c'est mon plan de gestion, on s'en fout. Pardon. Et en gros, on a 4 axes. C'est-à-dire qu'on a un socle scientifique, où on va travailler avec le CEDRE sur la caractérisation des déchets. Donc ça, c'est pour piloter un petit peu... on va dire le programme, avoir un argumentaire qui soit basé sur des faits scientifiques, mais en soi, en fait, je vais choquer, mais nous on le voit, la situation, on le voit, lesquels déchets posent problème, etc. Donc c'est plus vraiment pour avoir un travail qui va être incontestable d'un point de vue scientifique. Ensuite, le deuxième axe, c'est vraiment de mettre en réseau aussi, pour élargir le corpus de données, et rendre vraiment visible cette pollution, c'est mettre en réseau les acteurs qui font aujourd'hui qui font du nettoyage, on va dire, et les faire monter en compétence pour qu'elles fassent plutôt de la collecte avec caractérisation. Sachant qu'aujourd'hui, il y a des acteurs très connus qui proposent des outils qui facilitent largement cette mise en réseau. Un troisième axe sur tout ce qui est upcycling, puisqu'on va collecter des déchets, donc autant essayer d'en mettre le moins possible à l'enfouissement. Donc il y a tout un travail à faire là-dessus. Et je dirais presque le plus important, c'est l'axe 4, qui est le fait d'outiller, d'informer et surtout d'adresser un discours très très pédagogique et très sourcé auprès des élus. Voilà. Parce que c'est eux qui ont en fait les leviers les plus importants. C'est eux qui organisent le territoire, donc c'est normal. Les entreprises aussi, comme je disais tout à l'heure. Voilà, donc là je ne vais pas forcément détailler parce que je crois qu'il me reste combien? Je suis en fin de parcours. Bon alors, combien? Alors, est-ce que je peux vous montrer quand même la petite vidéo ou pas? Donc, en termes d'outils, parce que je vous parlais d'outils qu'on a pu créer,
Donc là, j'ai une maquette à vous montrer, qui est une petite vidéo qu'on a réalisée sur les décharges sauvages. Et j'étais curieux d'avoir un peu votre retour. C'est pour ça la vidéo n'est pas du tout finalisée. C'est, on va dire, un brouillon. Mais voilà, ça m'intéresse de vous montrer un peu ce qu'on fait. La Corse, ses villages, ses tours génoises et ses décharges sauvages. Ce phénomène fréquent mais pourtant pas anodin est la source de pollution considérable sur notre environnement, aussi bien à terre qu'en mer. En 2014, c'est plus de 330 décharges brutes et dépôts sauvages illégaux qui ont été recensés dans toute la Corse. Lessivés par la pluie, les déchets rejoignent les rivières qui forment de véritables tapis roulants jusqu'à la mer. Ajoutons à cela les produits toxiques, les batteries ou autres composés chimiques et on obtient une véritable bombe à retardement qui empoisonne notre île. Face à ce désastre écologique, nous sommes tous devenus indifférents. Ces déchets ont intégré notre quotidien si bien qu'ils font presque partie du paysage. Et cette situation nous paraît normale. L'origine de ces décharges sauvages est pourtant simple. Les responsables sont aujourd'hui des particuliers ou des entrepreneurs qui préfèrent baigner en toute impunité sur le bord des routes plutôt que d'aller en déchetterie. Ils y voient une solution gratuite, efficace pour se débarrasser de leurs déchets. Mais à quel prix ? Ces déchets toxiques vont imprégner notre sol, polluer nos cours d'eau, nos nappes phréatiques, sans parler des risques d'incendie, de blessures et bien sûr de la dégradation visuelle de nos paysages. Une action furtive de quelques minutes, pour plusieurs siècles de nature condamnée. La Corse a, depuis des générations, laissé à l'histoire un patrimoine précieux qui nous rend fiers de notre identité. Quel héritage voulons-nous laisser à nos enfants ? Ce spectacle est révoltant. Il doit nous interpeller et nous forcer à agir collectivement pour mettre fin à ces pratiques trop longtemps tolérées. Tous les fonds de ruisseaux, tous les ponts étaient occupés par des déchets. Ils jetaient les ordures comme ils jetaient, quand il n'y avait pas les toilettes, ils jetaient le reste. C'est vrai qu'il y avait eu tout un talus qui avait été occupé par la décharge. On jetait de tout, aussi bien des gravats du bâtiment, que des bâches, du plastique, d'emballage, voilà, et ça descendait, ça descendait. Là aujourd'hui c'est descendu, c'est bloqué par la végétation. Demain il y a un incendie ou il y a quelque chose qui part, ça va arriver à la mer. Alors, on décide de commencer par balayer devant notre porte, en nous attaquant au problème dans le village de Pilon, qui a vu naître notre association. Situé à l'ouest du Cap Corse, en plein cœur du parc marin, ce village chargé d'histoire se niche au milieu d'un écrin de biodiversité, parsemé de déchets. C'est ici que nous nous réunissons pour nettoyer un site de dépôt d'encombrants transformé en grande décharge sauvage qui se déverse directement dans la rivière en contrebas. Bénévoles, habitants, élus et médias locaux, une trentaine de personnes sont mobilisées à nos côtés. Pendant plusieurs heures, et dans des conditions parfois dangereuses, on se démène pour tenter de redonner vie à cette nature trop longtemps méprisée. Ouais, beaucoup de meubles, de lits, de canapés, là on a une antenne aussi. Un saladier, du marbre, du carrelage, du fil de fer, du barre de fer, du fil de fer. Ouais, il y a du gravat, du plâtre, du carrelage. Si on veut refaire une cuisine, il y a de quoi faire. On est bien conscient que ce type de mobilisation peut paraître dérisoire face à l'ampleur du problème à l'échelle globale. Mais en y regardant de près, le problème est-il réellement insurmontable ? Manque de vigilance ? Des outils permettent de signaler facilement les dépôts sauvages rencontrés au quotidien. La loi sanctionne ces dépôts illégaux à hauteur de 1 500 € d'amende pour les particuliers et jusqu'à 75 000 € et 2 ans de prison pour les professionnels, y compris sur les terrains privés. Le maire a un pouvoir de police important et peut solliciter la gendarmerie pour enquêter sur les auteurs. Et pour finir, de nombreuses collectivités font le choix d'installer des systèmes de vidéosurveillance pour les sites les plus touchés. Manque de moyens ? L'ADEME et l'Office de l'environnement de la Corse accompagnent et soutiennent financièrement les collectivités afin de restaurer les sites meurtris par les décharges sauvages. De nombreuses associations, comme la nôtre, se mobilisent régulièrement sur ces questions.
Manque de volonté. On démontre tous les jours sur le terrain que partout, comme à Pile, les gens sont capables de se mobiliser pour la préservation de leur territoire. Manque de connaissances. Pour faire la lumière sur ce sujet, de nombreux rapports publics sont disponibles auprès de l'ADEME, du ministère de l'Environnement ou de la Gendarmerie. Un guide a également été conçu par Marévi pour synthétiser toutes ces informations. La prévention et la communication sont essentielles pour impliquer la population. En vérité, nous n'avons jamais eu autant de moyens pour entrer en action contre les décharges sauvages. Cette situation anormale et intolérable a assez duré. Nous pouvons agir. Nous devons agir. Il y a différents épisodes. Voilà, en fait, c'est ça le truc, c'est que chaque épisode va traiter. En fait, on décrypte toute la problématique de la pollution plastique en prenant thématique par thématique. Et donc là, par exemple, c'est le premier épisode qui parle des décharges sauvages. Il y aura un autre épisode sur la problématique des bacs, on va dire des fuites au niveau des bacs poubelles. Un autre épisode sur les mégots de cigarettes, etc. Et l'idée, c'est d'avoir une vidéo qui ancre le problème sur le territoire corse, parce que c'est pas la même chose si on a des images de chez nous. Et ensuite, assorti de tout un travail à la fois création d'un guide, accompagnement auprès des élus, pour vraiment inciter à ce que il y ait des actions concrètes. Voilà. Je suis désolé, on va devoir s'arrêter là, mais je vous propose qu'il y ait des questions peut-être après l'intervention de Nathalie Gontard qui patiente. Merci beaucoup, Pierre. Avec plaisir.